Du coup, d'élaborer quelque chose qui va leur permettre, de façon sécurisée, entre orthoptiste et ophtalmologiste, d'avoir une intervention en 2 temps, où l'orthoptiste va pouvoir faire des photos du fond de l'œil à des patients qui en ont besoin, 1 fois par an, et l'ophtalmologiste, sans recevoir le patient, pouvoir analyser les photos qui ont été faites, lire les informations relevées par l'orthoptiste sur site, accompagnées d'ordonnances qui auront été faites par le médecin généraliste, et du coup de prendre quelques minutes simplement pour interpréter ces photos, sans avoir à accorder 20 ou 25 minutes à un rendez-vous qui ne nécessiterait peut-être pas ce temps-là, et donc du coup de redonner du sens. Monsieur Binet tout à l'heure parlait de recentrer les acteurs. Quand on est dans un moment où il y a de la tension médicale, c'est malheureux, mais il est important que chacun se recentre sur le prioritaire. Et là, typiquement, c'est ce qu'on essaye de faire, et je tiens à remercier ici les 2 précurseurs en la matière que sont le docteur Arnoux et le docteur Colombin, qui sont 2 ophtalmologistes des Ardennes, qui dès le début ont cru au dispositif et qui nous ont permis l'année dernière de dépister plus de 600 personnes dans les Ardennes, non suivies par un ophtalmologiste depuis plus de 5 ans pour certains d'entre eux, et surtout, parce que l'idée c'est pas seulement de dire aux gens, voilà, vous avez une complication au niveau de l'œil, une rétinopathie, et puis bon courage maintenant, mais on a organisé avec les ophtalmologistes des Ardennes un dispositif de prise en charge précoce pour les personnes qui sont dépistées dans le cadre de ce dispositif. C'est-à-dire que les ophtalmologistes qui sont, vous le savez mieux que moi je crois, hyper tendus en termes de disponibilité, ont organisé une capacité à prendre en soin des personnes qui sont, dans le cadre de ce dispositif, repérées d'une pathologie oculaire, dans des délais qui vont de 6 mois à 1 mois pour certains d'entre eux. Et je vous garantis que organiser une consultation dans un délai d'1 mois pour un ophtalmologiste, c'est pas chose aisée, et pourtant chacun s'y colle et ardument. Pour finir, vraiment un mot sur le projet de coordination d'intervention en médecine générale. Oui, ça fait écho à la plateforme territoriale d'appui. C'est vraiment l'idée d'adapter la coordination à la médecine générale. La loi de 2004 dit que le médecin, en mission 8, a le rôle de coordonner les soins. Alors c'est beau de le dire, mais malheureusement aujourd'hui, peu de dispositifs, peu de temps, peu de moyens pour pouvoir vraiment le faire. Et on sait très bien que l'évolution des pathologies chroniques, de l'âge des patients, font que c'est pas toujours aisé de pouvoir prendre le temps de tout appréhender. Et puis pardon pour ceux qui sont concernés directement, mais tous ces acronymes, SAMSA, CESAT, CCAS, XAPA, j'en passe et des meilleurs, qui veulent rien dire et qui sont FIDAS, pardon. Il est violent celui-là. Voilà, qui sont hyper compliqués à appréhender, et en plus qui, derrière ces mots-là, ont des dispositifs et des organisations qui sont complètement éloignés du fonctionnement même de la médecine générale. Et donc notre idée, au travers de ce dispositif-là, c'est de faire en sorte que le médecin va pouvoir se décharger sur un collaborateur que nous allons recruter, mais que nous allons mettre à leur disposition. La coordinatrice est partagée par une 40aine de médecins. Et cette coordinatrice, avec l'accord du patient, bien entendu, de le rencontrer et de proposer aux médecins justement la mobilisation de ces acteurs qui sont incompréhensibles pour tous les médecins généralistes, au bénéfice du patient, et donc du coup dans un meilleur temps. Donc c'est l'idée du bon acteur au bon moment. Et ça fait 3 ans qu'on l'a testé à Vouziers d'abord, et aujourd'hui il y a plus de 40 médecins sur le sud des Ardennes qui l'utilisent. Certains sont dans la salle ici, pourront peut-être en parler, et je crois qu'il y a grande satisfaction à l'histoire. Et l'idée maintenant, c'est avec nos partenaires Arduinage et la Maya, de l'étendre sur l'ensemble du département des Ardennes au bénéfice des médecins généralistes d'abord, de leurs patients bien entendu, et puis ensuite des autres acteurs de la santé. Très bien. Alors en lien avec vos propos, Mathieu Birban, et vos propos également, docteur Botogheki, j'aimerais qu'on entende depuis la salle le témoignage du docteur Marie-Hélène Koch, qui est médecin responsable du centre d'examen de santé de la CPM des Ardennes. Vous travaillez justement, docteur Koch, en collaboration avec le docteur Botogheki, en ce qui concerne le dépistage de nombreux cancers. De quoi s'agit-il exactement? Bonjour à tous. Donc nous, parlez bien près du micro. Notre mission première, c'est évidemment de faire des bilans de santé. C'est un temps pour que les patients fassent une synthèse de leur santé. Donc nous avons la grande chance des éducations en santé pour le diabète de type 2, où on a des cycles d'un programme de 5 réunions d'environ 2 heures, où on explique la maladie, parce qu'on sait que si le patient est au courant de la maladie, il va prendre en charge beaucoup mieux, et on espère éviter les complications.
Donc on a 5 réunions où la première consiste à expliquer le diabète. Puis on a 2 ateliers où on explique l'alimentation, un atelier où on explique l'activité physique et le dernier, on explique les traitements. Au bout de ces ateliers, les patients mettent des objectifs et ils sont revus après 6 mois pour voir s'il y a eu amélioration dans leur prise en charge qu'ils font eux-mêmes. Merci beaucoup, Dr Koch, pour ces précisions. On peut vous applaudir. Merci infiniment. Médecin conseil régional adjoint à la DRSM Nord-Est. Le rôle du médecin conseil est connu dans le monde, dans le contrôle médical, mais il évolue vers davantage d'accompagnement, de conseil vis-à-vis de vos confrères. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner de dispositifs existants que vous avez un petit peu modernisés pour faciliter le quotidien des professionnels de santé et du coup, ça facilite également le traitement des patients? Oui, comme vous l'avez dit, le service médical ne cesse d'évoluer. On connaît facilement les contrôles, j'allais dire classiques, que le contrôle médical, mais à côté, on connaît un peu moins bien le rôle d'accompagnement des professionnels de santé ou des assurés. On a chez nous, pour le service médical au niveau Grand Est, environ 80 praticiens conseils qui sont composés de médecins conseils, donc on voit bien que dans le terme il y a conseil, de pharmaciens conseils, de chirurgiens dentistes conseils et récemment d'infirmières aussi du service médical. Donc toutes ces équipes œuvrent dans ce sens pour une meilleure maîtrise médicalisée, on en reparlera tout à l'heure. Et effectivement, on cherche à moderniser ce service, à le faire évoluer vers, on pourrait dire, un accompagnement de service, quelque part, de la profession, des professionnels de santé. Alors, un exemple sur les échanges confraternels que beaucoup de professionnels connaissent, sur plusieurs thèmes qui peuvent toucher d'ailleurs les thèmes de prévention, de différents niveaux, notamment, je pense, à la prévention de l'atrogénie. Voilà. On a une région du Nord-Est dans laquelle je suis ravi d'arriver, puisque elle a été reconnue à travers ces échanges confraternels pour une modernisation qu'elle a mis en place, qui sont des échanges confraternels via Skype. Ça lui a valu d'avoir le 3e prix InnovGDR France entière pour cette évolution. Et ces échanges qui commencent à faire tache d'huile, qui commencent à faire tache d'huile, sont appréciés par les professionnels de santé ça leur fait gagner du temps, ça leur permet de préparer à l'avance, et ils ont trouvé l'échange plus convivial. Alors qu'on pourrait penser que l'échange face à face, lui, est convivial aussi, mais celui par Skype a été quand même publicité. On a aussi quelque chose de très très nouveau qui débute dans les Vosges, qui est le plan personnalisé d'accompagnement pour des professionnels de santé, avec leur accord sur des sujets qu'on décide ensemble. Et là, il s'agit d'un accompagnement vraiment auprès du professionnel dans sa vie de tous les jours et dans sa relation avec l'assurance maladie. Bien sûr, on participe au dispositif FIDAS. Ah, le fameux FIDAS. Alors, ici, pour les Ardennes, c'est tout débutant. Pas pour la caisse est vraiment très investie, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour le service médical, c'est débutant. Dans d'autres départements, le service médical est un petit peu plus avancé, donc on va l'étendre à l'ensemble de la région, parce que bien sûr, le service médical, en accueillant du public, en accueillant des assurés sociaux, se trouve aussi en première ligne et peuvent faire cette détection qui ensuite est transmise aux caisses primaires. Et là, on voit tous les liens qu'il y a entre service médical et caisse primaire pour permettre un accès aux soins. 2 mots rapides sur 2 derniers dispositifs innovants. Le PPA dans les Vosges, parce qu'on adore les sigles, le PPA, et puis les agents facilitateurs IJ. Alors, donc le PPA, comme je viens d'en parler à l'instant, c'est un accompagnement vraiment du professionnel de santé. Ça peut être par exemple sur la gestion des arrêts de travail, par exemple, comment on fait, comment on procède, comment on peut aussi accompagner un assuré. Et là, ça rejoint aussi la prévention de la désinsertion professionnelle. Comment on peut accompagner un assuré, un patient, donc, dans
on l'appelle assuré ou patient, a une pathologie sévère, comment il va passer de son arrêt maladie à peut-être l'invalidité, comment, s'il est un peu plus âgé, vers la retraite, comment l'accompagner socialement de manière à ce que la transition se fasse le plus en douceur. Et le professionnel de santé aussi a besoin de ces accompagnements parce que parfois il a la difficulté face à ces patients. Donc ça en est une partie, donc, comme vous l'avez cité, donc le plan personnalisé, donc, qui est vraiment tout à fait débutant, mais on en reparlera, on va le développer. Les facilitateurs IG aussi, c'est tout nouveau, c'est développé pour l'instant plus en Meurthe-et-Moselle, mais on va le continuer à le développer, et ça passera par la création d'une nouvelle profession, on pourra dire, on peut dire, qui sont les conseillers du service assurance maladie. Encore un sigle. AXAM, ça fait AXAM, je le note dans ma collection. Voilà. Qui sera un futur métier qu'on va voir apparaître, j'allais dire, dans le deuxième semestre plutôt de l'année, mais qui permettra de faire aussi ces accompagnements. Un tout dernier mot rapidement, vous avez fait le tour? Alors bon, j'allais dire, on participe, bien sûr, vous l'avez cité, au dispositif Prado, hein, voilà. Donc qui sont les accompagnements en fait pour la sortie des établissements, et ça se fait toujours en lien avec les professionnels de santé et avec l'accord du patient, bien sûr, pour faciliter la sortie. Donc le patient, on va faciliter la partie sociale, la partie santé à la sortie de l'établissement. Merci beaucoup, Dr Aza. Il nous faut poursuivre avec, toujours dans cet objectif de... Voilà, ça c'est dit. Que vous inspirent les propos de nos invités à l'instant? Je crois que c'est tout à fait révélateur de l'évolution du métier de délégué d'assurance maladie, mais au-delà des métiers de l'assurance maladie. On l'a évoqué à plusieurs reprises là, au cours des 2 tables rondes. C'est vrai que l'assurance maladie demain se met dans une posture, je vais dire, un peu plus proactive, d'accompagnement, de personnalisation, d'individualisation. Là, on parle des professionnels de santé. Quand on évoque la douce FIDAS, on parle des assurés sociaux et bien sûr nous travaillons également avec les employeurs. Donc c'est l'évolution de nos métiers de demain, vraiment d'avoir, on va dire, de travailler avec l'ensemble de nos publics de façon beaucoup plus personnalisée et dans un accompagnement très individualisé. Alors, vous coordonnez donc les actions de gestion des risques et d'efficience des soins. C'est bien connu, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Quel est le bon usage des soins, d'après vous? Question, là aussi, sujet du bac. Alors, on a une petite formule dans l'assurance maladie, on dit le juste soin au juste coût et au bon moment. Ça, c'est la façon dont on résume les choses. En réalité, et je crois aussi que la première table ronde était très révélatrice sur ce sujet, toute la difficulté pour nous, c'est de coordonner correctement à la fois l'offre de soins de proximité, qui est celle qui est portée par les médecins généralistes et spécialistes installés en ville, et l'offre de soins hospitalière, qui ne répond pas normalement aux mêmes objectifs. Hein. Donc, alors on voit bien comment, à la faveur de difficultés démographiques ou quelquefois de difficultés économiques, on a un glissement et on a des patients qui pourraient être pris en charge en ville et qui sont finalement, qui s'adressent à l'hôpital et qui sont, in fine, pris en charge par l'offre hospitalière. Donc, on a tout ce travail-là à faire, mais ce qui est intéressant, puisque là on est sur une table ronde prévention, c'est de faire le lien avec un sujet qui me semble, moi, absolument incontournable, qui est la pédagogie que nous devons à la fois à nos assurés sociaux et aux patients. C'est-à-dire que finalement, quand on est sur des sujets, on parlait tout à l'heure de dépistage, de vaccination, de tabac, d'alcool. Alors on a bien entendu des grandes campagnes de promotion grand public, mais en réalité, il faut aller s'adresser là aussi aux assurés sociaux individuellement pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux, qu'ils comprennent, tout à l'heure j'entendais promotion du véhicule personnel. Oui, la promotion du véhicule personnel, c'est à la fois un mode de transport que nous voulons promouvoir, c'est bien sûr aussi des enjeux d'économie. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur
de dire les choses. Quand le post-transport aujourd'hui est aussi important que ce qu'il est dans les dépenses de l'assurance maladie, on peut s'interroger sur le point de savoir si cet argent ne serait pas mieux utilisé dans une prise en charge thérapeutique. Donc voilà, c'est tout ça. Il nous faut expliquer et expliquer encore pour que, à la fois, les assurés sociaux, les professionnels de santé, j'allais dire dans un même mouvement, eh bien, s'accordent sur la façon dont le soin est dispensé au bon moment et au meilleur coût. Qui dit action, gestion du risque, d'efficience des soins, dit lutte contre les abus, les fautes, les fraudes. De quelle façon lutter contre tout ça? Alors, là aussi, j'allais dire, l'assurance maladie se perfectionne. Lorsque Frédéric Van Breukelen, qui était le précédent directeur de l'assurance maladie, a lancé la lutte contre les fraudes, c'était en 2004. Il estimait le montant des fraudes, on va dire potentiellement recouvrables par l'assurance maladie, à 20 millions d'euros. Nous sommes en 2018 et nous ne sommes pas loin de 200 millions d'euros. Alors, c'est pas parce qu'il y a plus de fraudeurs, je crois qu'il faut dire les choses clairement, c'est aussi parce que nous avons, nous, aujourd'hui, des systèmes de détection, des systèmes d'analyse de nos bases de données qui font que nous sommes en capacité eh bien, d'aller repérer les professionnels, toutes catégories confondues, mais aussi les assurés sociaux, qui usent et abusent du système. Mais si ce travail est nécessaire, je ne crois pas que ce soit, j'allais dire, celui que nous devons privilégier. Je vais prendre un exemple. Quand on a un de ses proches qui rentre en EHPAD, quelquefois, il était déjà pris en charge à la maison. Et puis, quelquefois, quand il sort le week-end, eh bien, on repasse à la pharmacie. Et à la fin de l'année, tout ça fait une petite note que nous, Assurance Maladie, nous adressons à l'EHPAD, considérant qu'il est responsable. Alors, bien entendu, ça fait des notes assez conséquentes à la fin de l'exercice, qui mettent les EHPAD dans des situations budgétaires très délicates. Donc, nous avons fait le choix, dans cette région, eh bien, d'accompagner les EHPAD. C'est-à-dire de leur dire, voilà, lorsque vous accueillez des résidents, eh bien, nous allons avec vous faire l'information des familles, pour que les lits médicalisés soient rendus, pour que les fauteuils soient rendus, pour qu'il n'y ait pas de passage à la pharmacie le week-end, et donc pour qu'il n'y ait pas d'indu notifié à l'EHPAD. Donc je crois que, tout à l'heure je parlais de pédagogie à l'égard des assurés sociaux, c'est la même chose pour l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. Nous devons les accompagner pour que eh bien, nous déployons des pratiques de plus en plus vertueuses. Alors il y aura toujours des fraudeurs, parce que c'est un sport national, il y a un effet radar, mais il y en a peu. Il y a un effet radar. Exactement. Très bien. On va continuer, prolonger cette discussion avec vos messages dans la salle. On va ouvrir une nouvelle fenêtre et peut-être un point sur le message. Je pense que ça ne devait pas être très concluant, puisqu'on ne voit pas la généralisation arriver et on ne voit pas le programme se concrétiser. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui une des formes de dispensation qui est en quelque sorte expérimentée, mais probablement avec beaucoup de difficultés. Autre question, autre message, internaute? Oui. Donc, toujours sur les médicaments, chaque année, on a des médicaments qui ne sont plus ou moins bien remboursés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inciter les gens à recourir à de l'automédicament? Il me rappelle pour me dire que c'est annulé. Oui, sur C'est anniversaire aujourd'hui, tu avais porté son chèque cadeau. Le rôle de la CNAM, qui est, comme vous le savez, alors déjà la CNAM, c'est une scène rapide avec quelques exemples. Sur le sujet, je connais mieux, qui sont les conventions avec les professionnels de santé libéraux, puisque ça permettra de ne pas répéter totalement ce qui a été dit avant. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'en effet, le rôle de la CNAM et de l'assurance maladie au sens général, et ça, la mention l'a dit tout à l'heure, a beaucoup évolué pendant les dernières années et continue à évoluer comme avant c'était et ça reste évidemment le pilier du remboursement des assurés, du service aux assurés, d'un service de qualité par rapport à cette mission-là, avec toute une informatisation énorme qui a permis en fait d'ailleurs aussi de faire de grosses économies en termes de moyens, il faut le voir. Et donc comme il vient d'y avoir une convention d'objectifs et de gestion pour 5 ans signée avec l'État qui vient d'être signée. Si je vous dis les grands thèmes qui sont ceux qu'on a déjà traités, il y a dedans le renforcement
renforcer l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi l'accès aux droits avec ce qu'on appelle FIDAS, mais il y a l'accompagnement des professionnels de santé, ça a été largement évoqué. Il y a aussi un rôle d'acteur même dans la prévention, hein, puisqu'il y a des campagnes, vous le savez. Il y a un rôle d'acteur, évidemment, qui est normal, de contrôle et de maîtrise de la dépense. Et il y a aussi un rôle central dans soutenir, toujours accompagner, parce que c'est le rôle d'innovation dans le domaine numérique. On a une période de transition, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que je pense que ça a un rapport avec le sujet de démographie. Et puis, évidemment, le service à tous les partenaires, les patients, les assurés, mais aussi les professionnels de santé, les employeurs. Donc, sur le petit zoom que je voulais faire sur les conventions, les conventions avec les professionnels de santé libéraux, alors moi je ne m'occupe pas des pharmaciens et des biologistes, mais avec les autres, donc c'est extrêmement structurant et ça permet, c'est aussi un outil d'accompagnement des évolutions du système de santé. Alors je prends un exemple, parce qu'on a beaucoup parlé des médecins, donc je vais en reparler, mais il y a donc des conventions, par exemple avec les infirmières. Donc là, il y a une négociation qui reprend, on a déjà signé un avenant, il va y en avoir d'autres, et les infirmières ont un rôle très important, en particulier dans la prise en charge des pathologies chroniques, et on a partagé le diagnostic du vieillissement de la population et de l'accroissement de ces pathologies. Et les infirmières sont exactement une situation différente des médecins pour lesquels il y a une pénurie. C'est une profession en libéral, dont le nombre des effectifs augmente chaque année d'à peu près 5 à 6 %. Ce qui fait que je crois qu'on est maintenant à plus de 70 000 infirmières libérales en France. Ça veut dire que les problèmes qui vont se poser en démographie avec elles, et c'est aussi le sujet qu'on a eu récemment dans une convention avec le masseur kinésithérapeute, c'est plutôt de faire, et c'est avec les professions qui sont d'accord pour le faire, et c'est très important parce qu'une convention, c'est négocié, ce n'est pas imposé, donc c'est la profession qui accepte les mesures. Ben là, on a des mécanismes non seulement d'incitation à aller dans des territoires dits-sous-denses, parce que ça existe aussi pour les infirmières ou les masseurs kinés, mais de réguler là où il y a trop de professionnels, non pas parce que ça fait vase communicant, parce que c'est deux sujets différents, mais parce que ce n'est pas la peine de continuer, et là c'est eux qui sont demandeurs, donc ça je voulais souligner. Avec les médecins, ça a été très structurant, parce que on a accompagné la réforme du médecin traitant, et le généraliste comme pivot du système de soins, et surtout on a accompagné la diversification des modes de rémunération, et ça accompagne la structuration du système de santé, parce que on est passé d'un paiement qui était entièrement à l'acte, avec un paiement, par exemple, en fonction de la qualité de la pratique, la rémunération sur objectif de santé publique. On est passé du patient à la patientèle, et maintenant, avec des accords interprofessionnels avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, et je crois que le Dr Mendy qui pourra en parler mieux que moi, parce que lui, il est dedans, on a un accord avec des contrats tripartites avec les ARS qui permettent de rémunérer carrément des structures, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le paiement individuel des professionnels, ça s'ajoute, c'est une couche supplémentaire, et c'est quelque chose qui accompagne, donc ça c'est un exemple que je voulais donner d'accompagnement des évolutions. Et enfin, on aura notre rôle à jouer en partenariat évidemment avec les autres acteurs sur le développement des nouveaux modes d'organisation tels que les plateformes territoriales d'appui ou les communautés professionnelles de territoire de santé, territoriales de santé, les CPTS par exemple. Arrêtons-nous un instant évidemment sur cette problématique de la démographie médicale. Quelles solutions sont envisagées pour répondre aux attentes des patients et aux besoins des professionnels de santé? Alors là, Madame Antoine m'a appris pratiquement les mots de la bouche tout à l'heure, parce qu'en effet, je pense qu'il y a ça, moi je l'ai beaucoup entendu, parce que quand on a négocié, en particulier avec les médecins, parce que la pression démographique, elle est quand même beaucoup chez les médecins et les médecins généralistes, même s'il y a aussi des spécialistes, enfin, c'est différent, c'est qu'ils ne veulent plus vivre comme avant, et si le député était resté, je lui aurais redit ce que j'ai entendu dire à Émilie Frola, qui représentait les jeunes, je crois, internes au Sénat, où j'étais à une table ronde avec elle, c'est de dire il faut que vous arrêtiez, c'est elle qui disait, hein, c'est pas moi qui dis, il faut que vous arrêtiez de penser qu'il y aura un médecin généraliste par commune qui sera là à faire 80 heures par semaine. Enfin, ce n'est plus le modèle dont veulent les jeunes
professionnels. Donc ils veulent travailler moins pour vivre mieux, et je pense qu'ils seraient tout à fait intéressés, et là il y a eu des témoignages passionnants, à travailler dans des endroits dits sous-denses ou ruraux, ou pas seulement ruraux, parce qu'il y a aussi des, entre guillemets, déserts dans des endroits qui ne sont pas ruraux, si on leur fait connaître, mais en tout cas ils veulent pouvoir choisir une forme d'exercice, ne pouvoir pas être assignés à vie à un mode d'exercice, pouvoir être aussi en exercice mixte, pouvoir travailler avec d'autres professionnels de santé, pas que des médecins. Et ça, c'est des défis très importants parce que je pense que dès la formation, c'est pas quelque chose, mais même à l'école, enfin, dans nos formations, dans la mienne, qui n'est rien à voir, on n'est pas habitué à travailler en coopération en France. Enfin, c'est pas le modèle. C'est pas dans la culture. C'est pas dans la culture. Donc il y a un changement culturel, ça veut dire que dès la formation, on disait tout à l'heure, il faut, et oui, faire connaître par les stages, mais il faut aussi que dans la formation médicale, mais sans doute au sens beaucoup plus large, on apprenne beaucoup plus de choses sur l'exercice libéral, qu'on apprenne beaucoup plus de choses aussi sur, qu'on permette aussi une mixité sociale, parce que malgré tout, elle n'est pas... Parce que si des lycéens des Ardennes se disent un jour je vais être médecin, et peut-être qu'ils resteront dans les Ardennes, évidemment, enfin bon, il y a ce sujet qui a été d'ailleurs repris par le rapport récent du CESE là-dessus. Bon, donc il n'y a pas de solution miracle non plus, je crois qu'on le sait tous, il y a beaucoup de financement. Je pense qu'aussi ce qu'attendent les jeunes professionnels, moi enfin, là je vous redis tout ce qui s'est dit dans les discussions qu'on a avec eux, dans le cadre de ces négociations conventionnelles, c'est qu'ils veulent de la lisibilité. La lisibilité, elle n'y est pas forcément parce qu'il y a énormément d'acteurs, et que ces acteurs, il faut bien le dire, eux aussi, il faut qu'ils apprennent la coordination. Parce qu'on n'est pas lisible, on a des sites, quelqu'un l'a dit, monsieur le disait, mais on a tout ça, je veux dire, on a tous des efforts à faire par rapport à ça. On a aussi à pas chacun tirer la couverture à soi, et je crois qu'ici, il y a une très bonne coopération, et je pense que c'est vraiment, la première réponse, c'est ça. Parce qu'il y a une créativité locale énorme, et donc le cadre national, il doit poser, il doit inciter, il doit accompagner. Il y a une force de frappe de l'assurance maladie par ses délégués, par aussi les conseillers informatiques services pour moderniser l'équipement, parce qu'il y a aussi des aides dans les conventions pour ça, mais enfin, il y a plein de moyens, mais il faut vraiment que ça parte des professionnels eux-mêmes. S'ils ne sont pas d'accord pour travailler ensemble, ça ne marche pas. Et s'ils ne sont pas accompagnés, c'est une condition nécessaire d'être accompagné, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'eux-mêmes aient envie de travailler. Enfin, je pense que le docteur Mangui doit pouvoir témoigner de ça. Si l'équipe n'est pas... Il faut beaucoup de volonté pour y arriver. Et ça, je pense que ce mode d'exercice qui ne va pas être universel, il est un des bons moyens. Mais il y a... Bon, tout a été dit, les stages, apprendre à connaître les régions, enfin, il y a beaucoup de solutions. Et surtout, il faut aussi penser, parce que l'erreur passée, ça a été de penser, à un moment, il y avait trop, par exemple, de médecins, ça a été de penser que ça serait toujours comme ça, et donc on pourrait mettre des médecins partout. Maintenant, ne faisons pas l'erreur inverse, et les modes d'organisation changeant, il y a la télémédecine qui ouvre des portes. Pour avoir accès au second recours et à un cardiologue, peut-être de temps en temps, ça pourrait être fait par vidéo. Et donc, il y a tous ces nouveaux outils qui vont aussi permettre des... Bon, il y a des exemples que j'aurais voulu citer, je ne veux pas être trop long, mais l'exemple ophtalmo-orthoptiste, qui a été inscrit d'ailleurs dans les conventions des deux professions, c'est un bon exemple. Mais il y en a plein, donc ça, il faudrait plusieurs tables rondes pour en parler. Mais attention, il faut que les gens travaillent ensemble. Ça part du terrain. Et ça part du terrain. Le docteur Richard patiente, on va lui donner la parole dans quelques instants, docteur Richard. Mais juste avant, on va être concis. Nicolas Binet, on en a déjà parlé. Il faut, pour faire venir les futurs professionnels de santé, combattre les préjugés. Ça passe par les phases de stage. Ça suppose des médecins, maîtres de stage. Oui, on a abordé ce sujet et je vais rebondir sur l'intervention précédente sur la nécessité de lisibilité de tout ce qui existe par rapport aux étudiants et aux professionnels de santé. Nous avons la chance dans les Ardennes, vous l'avez dit, d'avoir une très bonne entente et une très bonne coopération assurance maladie, agence régionale de santé. Et c'est pour cela que nous avons d'ailleurs été désignés d'un côté par la coordination régionale assurance maladie et de l'autre par la direction de l'agence régionale de santé pour faire une étude justement de tous les mécanismes qui existaient dans le Grand Est pour aider les professionnels à s'installer sur les territoires. Et à partir de là, de se poser la question de créer une plateforme unique, un numéro unique, qui permettrait à un professionnel de savoir qu'il n'a que ce numéro à appeler pour pouvoir avoir accès à l'information. Cette information qui porte tout simplement de où faire ses études, la durée des études, jusqu'à je veux faire du remplacement ou m'installer, ou alors je ne sais pas comment m'enregistrer auprès de l'assurance maladie ou du conseil de l'ordre.
Et c'est grâce à ce travail complémentaire que nous menons sur les Ardennes, voilà, que nous avons ce travail à rendre là dans quelques jours maintenant, et qui sera remis en main propre à nos chefs. Et donc c'est un élément important, cette lisibilité. De même, j'en ai parlé tout à l'heure, la lisibilité, elle se fait également sur l'offre qui existe sur le territoire et sur les perspectives de carrière. Un jeune médecin qui vient sur un territoire, qui fait un stage, il a envie de savoir si la maison de santé, la manière dont sont coordonnés les praticiens, c'est de nature à lui donner des conditions professionnelles et de vie personnelle intéressantes. On vient sur un territoire parce que, voilà, on l'a dit, on peut y travailler de manière convenable, dans de bonnes conditions, mais aussi on peut trouver du travail pour son conjoint et des écoles pour ses enfants. C'est un point essentiel. Et pour l'hôpital, j'y reviens, c'est exactement la même chose. Un jeune qui veut se projeter, avoir une carrière hospitalière, il doit savoir si son hôpital a un avenir, comment sera organisé son hôpital dans 3, dans 4 ans, et surtout à quoi il va avoir accès comme outil pour répondre aux besoins de santé de la population. Donc de la clarté, de la lisibilité, et tout ça, on peut le proposer sur le territoire des Ardennes, car je suis optimiste, et être optimiste, ce n'est pas faire fi des difficultés, hein. Nous ne sommes pas des bisounours au pays des licornes, hein. Nous avons tous bien conscience des difficultés qu'il y a sur le terrain, et être optimiste, c'est avoir foi en sa capacité à trouver des solutions aux difficultés, et notamment dans les Ardennes. Et nous y arrivons. Merci beaucoup. Alors justement, docteur Sébastien Richard, neurologue, vous êtes en liaison avec nous, en visant le docteur Fontaine pourra nous parler tout à l'heure. Illustration télémédecine, de ce qui se passe en matière de... C'est un peu difficile pour moi peut-être de rebondir sur ce qui a été dit. En tout cas, nous, sur l'accident vasculaire cérébral, il a fallu s'adapter, et ceci depuis, je dirais, environ les années 2010. L'accident vasculaire cérébral, il est dû en partie, il y a un type d'accident vasculaire cérébral qu'on appelle l'infarctus cérébral, qui est dû en fait à un caillot de sang qui vient boucher le vaisseau. Si le vaisseau est bouché, le cerveau n'est plus alimenté, et c'est là que le patient présente un déficit. Plus on attend pour déboucher le vaisseau, et plus le patient va garder des séquelles et aura des complications du traitement. L'un des traitements qui existe maintenant depuis début des années 2000, c'est perfuser le patient et lui passer en fait un produit qu'on appelle l'Activise. Alors vous me direz, perfuser un patient, passer un produit, ça peut se faire dans tous les hôpitaux. Bien non, parce que pour passer ce produit, il faut l'expertise d'un neurologue. Et non seulement il faut l'expertise d'un neurologue, mais en plus il faut que ce neurologue soit expert dans les maladies cérébrovasculaires, c'est-à-dire dans l'accident vasculaire cérébral. Et ce type de neurologue, on ne le trouve que dans des unités qu'on appelle des unités neurovasculaires. En Lorraine, par exemple, vous avez donc Nancy, qui est l'unité neurovasculaire de recours, parce que c'est là où il y a le plateau technique le plus important. Vous avez Metz également, vous avez Forbach, et puis vous avez Épinal, et encore Épinal, qui ne propose pas ce traitement 7 jours sur 7. Voilà, dans la Champagne, vous avez le CHU de Reims, vous avez notamment également Troyes. Peut-être que j'en oublie d'autres, mais voilà. Tout ça veut dire que pour des patients qui sont vraiment à distance, qui présentent leur accident vasculaire cérébral à distance de ce type d'unité, ben avant, il fallait qu'ils aient un temps de transport qui allait parfois jusque 2 heures pour pouvoir accéder au neurologue, à l'IRM, qui est l'imagerie qui est requise, IRM ou scanner dans certains cas, pour pouvoir avoir accès au traitement. Et tout le monde n'était pas traité avec les mêmes chances, parce que plus vous attendez pour faire ce traitement, et moins bonnes sont vos chances de survie et de récupération. Donc il y a eu une entente qui s'est faite au départ entre le CHU de Nancy et puis d'autres hôpitaux. Au départ, l'hôpital pilote, c'était l'hôpital de Bar-le-Duc. Et puis ensuite, ça s'est étendu à d'autres hôpitaux qui n'ont pas de neurologue, qui n'ont pas d'unité neurovasculaire, donc, mais qui étaient d'accord pour examiner les patients et faire une IRM en H24. On a mis un système en fait de conférence, comme vous me voyez là en caméra, si vous me voyez, et puis également comme vous m'entendez, de la même façon pour que le patient en fait soit accueilli au plus proche de son accident vasculaire cérébral sur l'un des 6 centres qui avaient été dénommés en service d'urgence, et puis le patient est examiné, il a son IRM. Toutes ces images sont retransmises au neurologue qui va pouvoir prendre la décision de traitement. Le personnel qui est sur place a été formé à Nancy
pour faire le traitement dans des bonnes conditions, et de ce fait, le traitement est instauré au plus tôt après la survenue de l'accident vasculaire, et ensuite il est transféré sur une unité neurovasculaire. Le plus souvent, bien sûr, il s'agit de Nancy. Donc ça permet vraiment d'évaluer le patient et de lui fournir le meilleur traitement dans les meilleurs temps. Et en plus, il y a un double effet, c'est-à-dire qu'en plus, en rapprochant les services d'urgence et les professionnels des unités neurovasculaires, des patients qui n'ont pas d'indication à ce type de traitement, parce que des patients, c'est des hémorragies cérébrales, bien sûr qu'on ne fait pas ce type de traitement, on améliore quand même leur accès à l'unité neurovasculaire, qui reste le traitement de référence de tout patient qui a un accident vasculaire cérébral. Tout ça, c'est pas fait pour suppléer au manque de neurologues. On n'arrivera jamais à mettre une unité neurovasculaire dans tous les hôpitaux qui existent. Ça demande un nombre de neurologues, un nombre de personnel absolument important, et pour que ce soit que ça rende service, il faut qu'il y ait un nombre d'accidents vasculaires cérébraux hospitalisés minimum. Mais ça mobilise en fait les forces qui sont sur place et les compétences importantes qu'a chaque hôpital. Service d'urgence, infirmières, et puis également l'accès à l'IRM en H24. On se rend compte que certains hôpitaux, par exemple comme Bar-le-Duc, qui n'a pas de service de réanimation, mais qui avait des médecins qui étaient motivés, des infirmières motivées, également des radiologues, peuvent fournir ce type de traitement. Voilà. Donc actuellement en Lorraine, il y en a 6, enfin dans l'ex-région Lorraine. C'est pas un secret, on va avoir également bientôt Vitry-François, je pense, dans l'année, vous voyez. Donc vraiment, c'est un traitement c'est un type d'examen et de traitement qui repose sur une bonne entente entre les femmes et les hommes, voilà, qui travaillent dans ces hôpitaux. Merci docteur. Juste pour finir, dans les projets, vous me disiez en préparant ce colloque, on va bientôt pouvoir aussi envisager de voir le patient directement de son lieu d'accident avant même son hospitalisation. Alors ça, c'est un projet que j'ai, qui n'est pas encore acté, parce que ça paraît facile comme ça sur le papier, c'est pas si facile que ça à mettre en place, parce que quels moyens on utilise, par exemple le smartphone, et le smartphone, quel type de smartphone, par exemple, sur le lieu d'accident. En effet, le but, ce serait que maintenant on puisse avoir accès à l'image du patient, à l'examen clinique du patient, non plus après son transfert à l'hôpital de proximité, mais dès le lieu de l'accident vasculaire. Parce qu'en effet, certains types de patients présentent des signes gravissimes que le neurologue peut repérer et qui justifient de ne plus passer par un centre de proximité, mais d'être amené directement, cette fois, sur un centre qui peut fournir un autre type de traitement, qui est la thrombectomie, c'est-à-dire passer un cathéter par l'artère fémorale et aller retirer des emboles de grosse taille par un système de sonde à panier. Voilà. Mais pour ça, c'est des patients qui doivent être acheminés directement. On ne peut pas acheminer tous les patients tout le temps vers le centre de recours de Nancy, sinon on ne va plus s'en sortir. Donc il faut repérer ce type de patient, et ce serait bien en effet qu'on puisse aboutir à l'examen du patient dès le lieu de survenue. Le frein que je dois actuellement vaincre pour arriver à ça, c'est de se dire quels moyens de vision on va utiliser, parce que la plupart du temps, c'est pas un médecin qui va voir le patient sur le lieu d'accident, c'est des ambulanciers, c'est des pompiers. Mobiliser leur téléphone personnel pour avoir accès à ces images, c'est pas toujours facile. Voilà, on peut comprendre tout à fait. Donc on a encore ça à régler, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Religion est coordonnatrice de la maison de santé, et Gérard Ranvet, qui est maire de Mouzon, tous les deux, et nous présentent cette maison de santé à Mouzon. Regardez. Une fois par mois. Et donc, en tant que maison de santé pluridisciplinaire, nous avons des engagements à tenir vis-à-vis de l'assurance maladie. Donc, ces engagements, ils se déclinent sur 3 axes. L'accès aux soins, le travail en équipe pluriprofessionnelle et puis le système d'information. Si nous remplissons plusieurs critères obligatoires au sein de ces 3 axes, l'assurance maladie nous versera une rémunération. Donc, je suis en poste, moi, en tant que coordinatrice depuis le 23 janvier 2017. Donc, je suis titulaire d'un BTS assistante de direction. Et ma partie est de gérer toute la partie administrative de la CISA. Donc, ça va de la gestion des ressources humaines, donc le personnel, établir les contrats de remplacement, etc.,
au suivi comptable, en passant par la gestion du bâtiment. Donc les bâtiments appartiennent à la communauté de communes des Portes du Luxembourg. J'organise et je partage également les plannings de tous les professionnels de la maison de santé. Et puis j'ai un autre but qui est la préparation des réunions pluriprofessionnelles auxquelles j'assiste. Et je dois donc, à l'issue de cela, éditer un compte-rendu de chaque réunion. Ensuite, j'assiste le gérant de la maison de santé dans les rencontres avec nos différents partenaires, donc la communauté de communes des Portes du Luxembourg, l'assurance maladie et puis l'assurance régionale de la santé, afin de prendre petit à petit le rôle d'interlocutrice complémentaire à notre gérant de la maison de santé. Et donc mon rôle, en priorité, c'est de gérer au mieux les besoins et les demandes de la structure. Alors, notre mode de fonctionnement est différent par rapport à un cabinet personnel. Par exemple, nous avons un logiciel médical partagé, ce qui permet à chaque praticien déjà de pouvoir se connecter sur le logiciel à distance, par exemple lors des visites à domicile ou pour les infirmières les soins à domicile. Et puis du coup, on a un meilleur suivi au niveau de nos dossiers patients puisque tout est informatisé et on a une meilleure traçabilité de chaque acte pratiqué. Par ailleurs, nous avons chaque semaine une réunion pluriprofessionnelle, donc qui réunit chaque professionnel de la maison de santé, afin d'avoir un échange au sujet des dossiers qui sont parfois complexes ou alors tout simplement pour faire le point sur des dossiers que nous avons en commun avec plusieurs professionnels de la maison de santé. C'est en 2008, après les élections municipales, que les médecins sont venus me rencontrer pour me demander de construire ce bâtiment et permettre le regroupement de tous les professionnels et faciliter un travail de groupe et également d'accueillir d'autres professionnels. Les gens se plaindre et c'est notre quotidien en tant qu'élu ou non élu, vous le savez, et vous êtes aussi vous sur le terrain et vous le savez bien. Donc moi je souhaite aussi qu'à travers ce type de manifestation qui est organisée, qu'on puisse aborder les choses. Il ne s'agit pas de noircir le tableau, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas évoluer dans la pratique de la santé entre guillemets telle qu'on la connaît depuis une quarantaine d'années, et des économies à faire, oui on est tous d'accord là-dessus, mais s'il vous plaît, il faut aussi aborder les sujets et les débats auxquels j'ai assisté à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi de finances de la sécurité sociale et les économies qu'il va falloir faire dans un certain nombre d'hôpitaux avec des suppressions de postes et autres, c'est aussi une réalité. Donc voilà, vous ne connaissez pas forcément, vous connaissez mes idées, je ne suis pas forcément rouge vif, et vous le savez, mais il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Et moi, en tous les cas, en tant qu'élu local sur le terrain, j'aborderai les thématiques, même si elles ne plaisent pas, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, je tenais à... Mais par contre, on peut les y aider en apportant un certain nombre de facilitations et en aidant leurs projets. On peut les aider aussi par l'outil, un outil qui est le dossier médical partagé, qui peut être un outil intéressant pour cela. Et puis on peut les y aider aussi en lien évidemment très étroit avec l'ARS, avec l'Agence régionale de santé, sur des aspects de nouvelles technologies et de télémédecine et de téléexpertise, pour lequel d'ailleurs au niveau national il y a une négociation qui à l'heure actuelle se tient sur ce sujet-là. Ça permet en principe, si on essaye de dépasser ce socle et d'aller vers les professionnels de santé pour les aider eux-mêmes à s'organiser, des gains en efficacité, en temps médical, c'est ce que nous recherchons, un gain en qualité de prise en charge, ça ne dépend pas de nous, mais c'est facilitant, et puis un gain en attractivité, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, le mode d'exercice regroupé ou coordonné est beaucoup plus attractif pour de jeunes professionnels, plutôt que de savoir qu'on va, ou de se projeter dans un exercice isolé, dans lequel on n'a pas forcément un retour sur sa pratique. Et ça peut être relativement angoissant pour un professionnel que de se sentir seul au jour d'aujourd'hui, alors que les questions de responsabilité médicale sont omniprésentes. Voilà. Donc je crois que cette façon de faire, en tout cas vue de l'assurance maladie et de la caisse, devrait permettre de consolider l'offre de soins au niveau qui est le nôtre. Évidemment, c'est pas nous qui allons faire en sorte que le département des Ardennes devienne attractif. Nous ne sommes pas les seuls acteurs en jeu, évidemment, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est notre responsabilité d'essayer de faire en sorte d'y aider. Voilà. Alors, aller au-delà, on l'a bien compris, de vos missions traditionnelles. Ça passe par la promotion, la coordination des soins, la prévention, l'accompagnement en santé. Vous parliez à l'instant de beaucoup d'assurés qui se pressent à l'accueil de la CPM, et malgré tout, certains assurés renoncent
purement et simplement aux soins. Alors concernant ce renoncement aux soins, quels sont les enjeux, les objectifs de la CPAM? Alors le président de la Caisse, M. Tuzinski, en a parlé dans son discours d'intro. Effectivement, je ne rappelle pas le nom, c'est un nom horrible, FIDAS, c'est quelque chose c'est un jargon administratif, mais peu importe. L'expérimentation, elle, par contre, a un grand intérêt. Effectivement, nous essayons de nous adresser aux personnes qui viennent vers nous, donc qui se présentent dans les accueils de la CEPAM, pour essayer de détecter, avec donc des agents qui sont formés pour cela, de détecter le renoncement aux soins. Alors, de me poser quelques questions de la manière la plus habile possible vis-à-vis des personnes sur, finalement, est-ce que vous avez, à un moment donné, dû renoncer aux soins et pour quelles raisons? Et donc, nous avons aujourd'hui lancé cette expérimentation en septembre. Elle avait déjà été testée dans une caisse du sud de la France, puis ensuite étendue par le niveau national. Elle est dans la caisse du Gard. Hein, voilà, dans la caisse du Gard, qui a été pionnière en la matière. Et derrière, une extension qui s'est faite, et nous avons pris rang dans cette extension, et nous avons commencé à travailler depuis septembre. Nous avons actuellement 170 dossiers, je pense à peu près, qui sont ouverts avec des assurés, donc qui sont potentiellement des patients pour les professionnels de santé, et des assurés qui donc souffrent d'un renoncement et nous l'ont déclaré, et ont accepté que la Caisse les accompagne. Alors, en quoi consiste l'accompagnement? Déjà, problème des restes à charge dans certains cas. Hein, on sait très bien que le dentaire et l'optique, alors sur le dentaire, il y a de l'actualité sur ce sujet aujourd'hui, sur le dentaire et notamment les prothèses dentaires, en termes de négociation, de discussion nationale. Par contre, c'est sur ces sujets-là, déjà sur le reste à charge, on a déjà un sujet sur lequel la Caisse peut apporter des solutions à travers notamment ses fonds extra-légaux d'action sociale. Il y a aussi, bien évidemment, le soutien psychologique dans la démarche d'accompagnement, qui est très importante, le lien avec les praticiens de ville. Donc c'est tout ça que nous demandons aux personnes qui s'occupent de ça en interne à la Caisse. C'est finalement un travail très riche, hein, qui a amené en termes de résultats, nous avons les premiers résultats sur les dossiers qui ont été clôturés sur ces 170 premiers dossiers. Nous sommes à peu près à 50% de solutions trouvées. Alors on peut considérer que c'est faible, peut-être pas assez, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y en a 50% qui n'ont pas eu de solution, mais il y en a quand même 50% pour lesquels on a trouvé des solutions. Que ce soit de trouver un médecin traitant qui accepte de prendre dans sa patientèle, que ce soit de résoudre un problème de reste à charge, que ce soit de lever peut-être certaines angoisses liées aux soins. Voilà. Merci Audrey Suzanne. Nicolas Binet, plus globalement, en partenariat avec l'assurance maladie. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est bien un travail de partenariat que nous faisons, assurance maladie, agence régionale de santé. Et assurer l'offre de soins, c'est assurer sa pérennité. C'est être bien sûr qu'aujourd'hui, demain et même après-demain, il y ait toujours une offre qui réponde aux besoins de santé de la population. Alors il est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a encore des besoins qui ont du mal à trouver réponse immédiate. Et chaque jour, c'est un travail pour trouver des solutions. Au niveau de ce qu'on peut constater, pour la pérennité de l'offre, il faut que celle-ci s'adapte aux besoins. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Parlez bien près du micro. Pardon. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Merci. C'est que déjà nous vivons plus longtemps. Bon, alors dans les Ardennes un peu moins que la moyenne nationale, on l'aura bien vu. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons plus de maladies chroniques. C'est le corollaire de vieillir plus longtemps. Nous avons le temps d'arriver à un âge où nous avons des maladies chroniques. Et puis grâce au traitement, il y a des maladies, on mourait auparavant, et maintenant on chronicise, on ne meurt plus de ces maladies, mais on continue à vivre avec ces maladies. Et enfin, la troisième chose, on constate que les inégalités de santé persistent. Et donc, si nous voulons que demain, il y ait toujours une offre sur le territoire, il faut que cette offre réponde à ces trois enjeux. Et pour répondre à ces trois enjeux, pour assurer cette pérennité, il faut constamment chercher, expérimenter, innover, trouver des nouvelles façons de s'organiser pour répondre à ces nouveaux besoins. Il faut axer le travail sur la prévention. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, plus de la moitié des cancers dépendent du tabac et de l'alcool. Donc demain, on interdit le tabac et l'alcool, vous n'aurez plus que la moitié des cancers à soigner. C'est quelque chose d'aussi puissant que cela. La deuxième chose, c'est qu'on le voit bien, et on le retrouve dans les journaux, les Ardennais
en ont marre d'attendre 6 mois, 9 mois, 1 an avant d'avoir accès à un spécialiste, à un médecin généraliste ou d'accéder facilement à un service hospitalier. Et ce que je dis là, c'est également vrai pour les médecins libéraux et je pense qu'on aura l'illustration tout à l'heure. Donc je vais vous laisser développer cette partie et exprimer ce mécontentement qui est bien légitime. C'est comment, concrètement, au quotidien, il est facile d'avoir un rendez-vous par déjà accès à la ressource, mais également comment simplifier cette prise de rendez-vous. On voit de très belles initiatives qui commencent à se développer, et notamment dans le sud Ardennes, sur la demande de rendez-vous en ligne auprès de services hospitaliers ou de médecins généralistes. Un point particulier également, pour assurer cette offre, c'est s'assurer d'avoir des médecins. Et s'assurer d'avoir des médecins, c'est prendre en compte ceux qui ne sont pas sur le territoire, mais également ceux qui vont partir du fait du départ en retraite. Et bien, face à cela, l'Agence régionale de santé, mais qui coordonne, parce que l'Agence régionale de santé seule n'y arriverait pas, et n'y arrivera pas, et bien, c'est trouver tout ce qui peut faciliter l'arrivée de nouveaux médecins sur le territoire. Il y a toute une batterie de possibilités, on n'est pas là pour les développer ensemble. J'en ne donnerai qu'une seule idée sur comment faire pour avoir plus de médecins sur le territoire. La mesure qui donne le plus de résultats, c'est en fait, c'est permettre de faire face aux préjugés que les non-ardennais ont sur les Ardennais. Hein. Quand on n'est pas ardennais, les Ardennes, c'est le bout du monde, il fait froid, il fait moche, etc. Quand on vient dans les Ardennes, on a un tout autre avis. Eh bien, le fait de faire venir des médecins en formation, quand ils sont externes, c'est-à-dire au début de leur formation, ou quand ils sont internes, ils abattent leurs préjugés, ils se rendent compte de ce département merveilleux qu'est les Ardennes, qu'il est possible d'y travailler, qu'il est possible d'y vivre, d'élever ses enfants, d'avoir une vie même spirituelle et culturelle remplie. Et donc, la meilleure des façons de les faire venir, c'est de les accueillir en tant que stagiaires, soit à l'hôpital, et surtout en médecine libérale, que ça soit générale ou de spécialité. On y reviendra pour la troisième table ronde, voilà. Dont vous serez d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut plus se passer de vous, Nicolas. Oui, poursuivez. Oui, tout à fait. La deuxième chose, c'est que les médecins, c'est en effet une ressource très importante, mais ce ne sont pas les seuls. Et garantir une offre de soins sur le territoire, c'est également faire confiance aux professionnels de santé, les médecins bien sûr, mais également les dentistes, les pharmaciens, les kinés, les infirmières. Je vais vous donner cet exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les réformes des décrets de compétences, notamment des infirmiers, d'une part des coopérations entre médecins et infirmiers, et également de la délégation de tâches, et également les pratiques avancées. Pour faire simple, c'est donner les moyens à un infirmier de pouvoir faire un diagnostic infirmier et de prescrire. Donc, il répond pour des pathologies données à des prises en charge particulières en lien avec un médecin, ce qui permet au médecin de toujours avoir un suivi du patient, mais en ne se concentrant uniquement que sur la partie la plus délicate de la prise en charge et non pas pour le suivi continu. Un des points aussi, il y a d'autres spécialités qui s'appliquent déjà en dehors du département, notamment les coopérations qu'il y a entre les ophtalmologues et les orthoptistes, permettant justement, sur un même site, de faire tout ce qui est examen du quotidien, de suivi par l'orthoptiste en lien avec l'ophtalmo, et l'ophtalmo, à lui, de faire uniquement la partie où il a la plus-value la plus importante. Ça permet de réserver de la ressource médicale et de ne se concentrer que ce sur quoi il y a une expertise la plus importante. Et puis, il faut faciliter la vie des médecins. Les médecins en ont ras-le-bol de cette paperasse. Ils en ont ras-le-bol de passer du temps sur des choses qui ne relèvent pas de la pratique médicale. Eh bien, en partenariat avec plusieurs partenaires, nous avons la chance d'avoir des réseaux importants sur les Ardennes, parce que le territoire des Ardennes a parmi ses valeurs l'entraide, la coopération, et je tiens à le souligner, et c'est grâce à ça que nous pouvons avancer plus vite sur certains projets, avec des réseaux comme, anciennement, vous avez peut-être entendu parler de Adica Carediab qui a changé de nom, et vous avez le réseau Arduinage, et avec ces réseaux, et avec le conseil départemental et la Maya, nous sommes en train de créer une plateforme pour retirer toute la partie administrative, toute la partie qui ne relève pas de la compétence du médecin, et ainsi le médecin, lorsqu'il est confronté à une difficulté administrative ou pour un patient qui se présente à lui qui a plus de difficultés sociales que médicales, le médecin contacte la plateforme et la plateforme prend le relais, et ainsi le médecin peut continuer ses consultations, peut continuer ses prises en charge médicales sans se préoccuper de la partie administrative et du suivi de ses patients.
l'Agence régionale de santé, sur la question de l'offre et de sa pérennité, a un rôle important qui est un rôle de ressources, un rôle de coordination et un rôle de faire remonter les idées qui existent en dehors du département. Bien sûr, un mot sur les hôpitaux. Assurer la pérennité de l'offre, c'est assurer la pérennité des hôpitaux. Eh bien, pour assurer la pérennité des hôpitaux, il faut que ceux-ci soient en capacité, tout en continuant à répondre aux besoins de la population, de conserver cette capacité à investir et de se projeter sur l'avenir. Un mot sur les maisons de santé pluridisciplinaires, vraiment un mot. Quelles aides spécifiques vous, ARS, pouvez apporter pour aider et conforter certaines structures? Les maisons de santé, alors c'est un outil parmi d'autres, parce que certains médecins ne souhaitent pas intégrer la maison de santé, mais pour celles et ceux qui veulent intégrer une maison de santé avec d'autres professionnels, c'est un travail conjoint avec l'assurance maladie, et surtout les professionnels qui au départ ont un projet, les élus d'une commune qui les aident, notamment sur la partie immobilière, les fonds de l'État. Eh bien, l'ARS et l'assurance maladie, nous apportons des aides particulières financières, on donne des incitations, on donne de l'argent aux médecins qui souhaitent s'installer sur des zones où il n'y a pas beaucoup de médecins, mais surtout, on propose de la coordination, on propose de la méthode pour que les professionnels qui veulent fonder ensemble une maison de santé se posent la question, mais quels sont les besoins des résidents d'un territoire? Ici, on est plus porté sur le diabète et le cancer, par exemple. Du coup, qu'est-ce que nous mettons en place pour répondre à ces besoins, en termes d'éducation thérapeutique par exemple? Eh bien l'ARS permet à ces professionnels de faire ces études et ensuite leur finance ce travail de coordination pour qu'ils se mettent d'accord sur qui fait quoi sur le territoire. Très bien, merci. On aura l'occasion de reparler de ces maisons de santé avec l'exemple de la maison. On va surtout vous retrouver dans la vidéo qui va suivre. Vous dirigez le GHT Nord-Ardennes et on va vous retrouver aux côtés du maire de Charleville-Mézières, monsieur Boris Ravignon. Tous les deux vous êtes interrogés sur l'offre de soins du GHT. On en reparle juste après. Regardez. Les plateaux thérapeutiques existants. Oui, alors sans me répéter, mais disons que je dirais malgré tout que selon moi l'offre de soins donc sur le territoire au niveau du GHT est une offre de soins donc diversifiée, large et dans une certaine mesure graduée en fonction de la taille, je dirais, des établissements. Alors ça représente, ce que tout à l'heure quand vous avez introduit en parlant de l'EHPAD Europol, du centre de fumée. Donc le GHT, il y a 5 établissements que nous avons cités et il y a 2 directions communes, dont l'une comprend les centres hospitaliers de Charleville-Mézières, Sedan et Fumay, et l'autre les centres hospitaliers Bel Air, de Nouzonville et l'EHPAD de Rocroi. Ah, totalement à côté. Voilà, donc vous n'étiez pas à côté de la plaque. Mais Rocroi pourra peut-être intégrer le GHT dans un second temps, mais c'est sur volontariat. D'accord. Et donc, si l'on prend la direction commune, Charleville-Mézières, Sedan, Fumay, cela représente en termes de capacité, même si ça n'est pas le plus important maintenant, 1370 lits, dont 682 lits de mémoire de court séjour et 79 places qui relèvent de tout ce qui est ambulatoire, hôpital de jour, 501 lits d'EHPAD et 108 lits de SLD, de soins de longue durée. Donc, ce qui représente quand même une capacité déjà conséquente. Alors en termes d'offres de soins, et rapidement, parce que je suis obligé quand même de donner des exemples bien sûr, par rapport à ça, si on parle du centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui est donc l'établissement support du GHT, donc nous avons, on peut dire, pour tout ce qui est spécialité que l'on rencontre habituellement dans les centres hospitaliers de généraux, nous avons en fait la quasi-totalité du panel de ce qui peut être proposé. En médecine, donc chirurgie et gynécologie obstétrique. C'est-à-dire qu'en médecine, par exemple, on peut retrouver tous les services et activités et consultations qui vont de pair dans le domaine de la cardiologie, de la pneumologie, de la néphrologie, médecine infectieuse, diabétologie, voilà, je ne vais pas tout citer. En chirurgie digestive et vasculaire, et générale et digestive, vasculaire, urologique, orthopédique, ORL, etc. Et en gynécologie obstétrique, l'ensemble, là l'offre de soins est complète au niveau de la gynécologie obstétrique, sans oublier la pédiatrie qui est rattachée à la gynécologie obstétrique, qui relève, c'est une activité médicale. Alors il y a également, ça il faut quand même le souligner parce que c'est très important, donc tout le volet urgence, prise en charge des urgences, avec le service d'accueil des urgences à Charleville, donc un service mobile d'urgence. Et le SAMU pour tout ce qui est régulation, donc ça à l'échelle du département.
Donc voilà pour l'offre de soins au niveau de l'établissement. Alors pour le plateau technique, c'est un plateau technique qui est performant, de qualité et moderne. Là aussi, je vais donner quelques exemples parce que ce sera une énumération fastidieuse pour vous, mais disons que par exemple, le plateau technique d'imagerie comprend 2 IRM, 2 scanners, une mammographie numérique, une salle vasculaire permettant donc la réalisation de tout ce qui est cardiologie interventionnelle, toute l'imagerie bien sûr conventionnelle. Nous avons également, par exemple, la médecine nucléaire avec 2 gamma caméras, ce qui permet la réalisation des scintigraphies. Également, il y a tout un parc, je ne vais pas vous le lister, dans pratiquement tous les services, dans de très nombreux services d'échographes, échocardiographes, bronchoscope en pneumologie. Il y a également tout le secteur d'endoscopie, qui est un secteur très moderne, avec un équipement numérique haute définition. Alors, à préciser que la plupart de ces équipements permettent d'agir tant en termes diagnostiques qu'en termes thérapeutiques, et éviter parfois des interventions plus lourdes. Donc c'est quand même un élément important pour le patient. On a compris, une offre de soins quasi complète, plateau technique bien fourni, si je veux dire. Est-ce que certains équipements vous manquent et seraient peut-être en projet pour le GHT? Oui, il y a des équipements qui sont en projet pour les GHT. Je pense notamment pour ce qui sera visible pour la population, qui sera d'une grande utilité en termes de rapprochement d'ailleurs au niveau diagnostic sur le plan local, c'est le TEP-scan, qui dans le domaine de la cancérologie notamment est quelque chose qui n'existe pour l'instant que sur Reims. Donc ce qui oblige à des déplacements vers Reims, et parfois les patients qui ont malheureusement chez lesquels on a découvert un cancer restent sur Reims, parce qu'après il est difficile pour les établissements qui les ont pris en charge au stade du diagnostic de les renvoyer à Charleville alors qu'ils pourraient être pris en charge à Charleville, même si c'est un type de cancer simple qui peut être très largement pris en charge ici. Donc il y a cet exemple que l'on peut citer, qui est le principal, je dirais. Après, nous travaillons aussi sur des équipements interétablissements. Je pense à la stérilisation. Il y a un projet de stérilisation interétablissement, qui sera également un élément qui est moins visible pour la population, mais parce qu'il y a les équipements que tout le monde peut voir s'il est confronté malheureusement à des problèmes de soins. Après, il y a tout ce qui existe derrière. Alors, un mot pour finir sur les GHT, à l'image de celui que vous dirigez. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'ils suscitent pas mal d'inquiétudes. Comment pourriez-vous les dissiper aujourd'hui? Déjà, je comprends qu'il y ait des inquiétudes, un peu comme l'a dit M. Ravignon tout à l'heure, comme c'est le cas en France pour toutes les réformes d'ampleur qui risquent d'engendrer des changements potentiellement majeurs. Alors sinon, si on reprend les objectifs qui ont présidé à la mise en place, on va dire, des GHT en France, je dirais que l'analyse que je peux en faire, c'est qu'il est double. Il y a plusieurs objectifs, mais le principal, c'est de pouvoir offrir à la population une offre de soins de qualité et pérenne, mais sur l'ensemble du territoire et coordonnée entre tous les établissements du territoire sur l'ensemble du territoire. Et ceci, c'est valable pour toute la France. Donc ça, c'est un élément très positif. Mais en ayant dans l'optique d'avoir un fonctionnement efficient, de mettre en œuvre des mutualisations du fait de la raréfaction des ressources, qu'elles soient budgétaires ou médicales. C'est un des sujets du débat aujourd'hui. Donc on peut comprendre que la population puisse être inquiète, notamment de voir disparaître des équipements ou services de proximité du fait de ces mutualisations ou autres. Par contre, ce dont nous avons l'assurance, et M. Binet ne démentira pas, c'est que les pouvoirs publics ont la volonté sur la durée d'améliorer la situation actuelle. Je ne parle pas de la problématique de la démographie médicale, qui est en elle-même un problème, mais d'améliorer la situation dans tous les territoires en développant les investissements. Parce que l'élément clé, c'est effectivement que les hôpitaux puissent continuer à investir et à avoir des équipements très performants. Alors ceci, bien sûr, avec le cap des 5 années à venir à franchir, qui va être très délicat en termes de problématiques liées à la démographie médicale, qui rendent difficile. On aura l'occasion d'en parler notamment à l'occasion de la 3e table ronde. Merci M. Mazur. On va terminer ce tour d'horizon des acteurs de santé du département, avant de vous donner la parole dans la salle et de relever les questions des internautes, avec nos 2 professionnels de santé ici présents, que je remercie encore infiniment d'être parmi nous, Dr Éric Marchal et Dr Brigitte Villemain. Dr Marchal, quel regard vous portez sur l'offre de soins libérale des spécialistes? Parlez bien près du micro.
Ou sinon, on va vous passer celui-ci. Je sais pas. Voilà. Vous l'avez peut-être éteint, non? Voilà. Prenez l'autre. Ça va? Oui, c'est bon, on vous entend. Le regard, il est surtout un regard inquiet. L'offre, elle s'appauvrit manifestement. Les spécialistes manquent. Il n'y a qu'à regarder le journal de l'Ardennais il y a 48 heures, hein, avec une difficulté pour nous toucher, pour nous contacter, pour prendre des rendez-vous. Alors, je ne vais pas répéter, tout a été dit pratiquement, hein, donc on va répéter un peu les mêmes choses que ce qui a été dit précédemment, mais il y a plusieurs éléments qui m'expliquent ça. Il y a le manque de médecins, ça c'est clair. La courbe des âges est caractéristique, on la connaît depuis très longtemps, cette courbe des âges. Hein. Et donc maintenant, il va falloir réfléchir et puis avancer dans le domaine pour trouver, ça ne va pas être facile. Il y a certainement y avoir 5 à 10 ans difficiles. Il n'y a pas que le manque de médecins. Notre travail, depuis moi j'avais 30 ans que je travaille, hein, le travail a changé. Le travail est beaucoup plus compliqué. L'allongement de la vie, les patients ont des pathologies lourdes, les consultations sont longues. Il y a une demande importante donc des patients, des familles. Et donc tout ça, ça rallonge le temps de travail et ça devient compliqué. Il faut multiplier le temps consacré aux personnes. Et ça, le temps, c'est des bras. Et des bras, il n'y en a pas. Donc ça devient vraiment lourd à porter. Et en plus, donc, on a l'espoir d'arriver de nos jeunes. Et c'est vrai qu'on les attend. Hein. On attend qu'ils sortent lorsque le numerus clausus permettra leur arrivée. Mais nos jeunes, ils ont un état d'esprit tout à fait particulier. Ils ne sont pas comme nous. Pas le même mode de vie. Ils ont acquis, je ne sais pas pourquoi, un mode de vie différent. Ils veulent prendre du temps. Ils ont besoin de temps libre. C'est très bien. Donc ils vont certainement avoir des semaines tranquilles, 35 heures peut-être, plus, alors que nous on a suivi des heures de 70-80 heures par semaine, et c'est épuisant d'ailleurs. Hein. Mais est-ce qu'ils ont raison? Je pense. Hein. Bon, voilà. Mais ceci fait que pour remplacer un ancien retraité, il va falloir peut-être 2 praticiens, voire 3. Et en plus, il y a une féminisation de la population, il y a à peu près 7 femmes sur 3 hommes qui sortent diplômés. Actuellement, la féminisation fait qu'il y a une période d'installation difficile. Les femmes, elles sortent entre 30 et 35 ans. Il y a le problème de la grossesse, qui est évident pour elles. S'installer quand on a une grossesse en vue, c'est vraiment très compliqué. Même si maintenant, il y a des aides qui sont faites par la sécurité sociale. Les aides, elles sont réelles. Elles ne compensent à peine les charges. Donc, pendant les 2, 3 ou 4 mois de grossesse, la femme en question ne va pas pouvoir assumer ses charges de travail, ses charges professionnelles. Donc il y a des difficultés pour l'installation des jeunes. Et puis les femmes, pour des raisons personnelles, travaillent en général un peu moins. Donc il faudra probablement plus de médecins encore que ceux qui sont partis. Voilà. Donc ça, c'est pour votre constat, on le comprend. Il est inquiet, que vous partagez avec nous aujourd'hui et avec notre public. Quels sont les points de vigilance et malgré tout les recommandations sur cette offre de soins? Il y a plein d'idées qui ont été lancées qui sont très bonnes. Hein. On peut répéter ça, mais moi j'en donne d'autres. La vigilance, je pense qu'il faut faire attention à certains... Prenez bien votre micro sous le menton, qu'on vous entend bien. Sous la moustache. Sous la moustache. Voilà. La vigilance, je pense qu'il faut faire attention à un certain mal-être des praticiens. Ils sont... on parle de plus en plus de burn-out. Il y a eu pas mal de cas de médecins en burn-out dans l'année. Donc sans dans le travail. Alors avec des... Ouais, pourquoi la masse de travail est considérable, je viens de le dire, hein, pour dire ces raisons. La médecine est évolutive et il faut toujours être à la pointe. On nous le demande, c'est normal, il faut qu'on travaille et ça change tout le temps. C'est très bien. Et les progrès sans arrêt, il faut toujours travailler. Et ça, on n'a pas de temps pour faire ça. Moi, je dois assumer mon travail. Si je veux être à la page, il faut que je lise, ou que j'aille en congrès le samedi et dimanche, que je travaille le soir. Donc c'est épuisant. Voilà. Vous nous disiez qu'il faudrait des bras, il faut du renouvellement de praticiens. Comment les faire venir? Comment miser sur l'attractivité? Alors attendez, j'ai pas fini. Parce que la pression, il y a une pression. La pression, c'est lourd. Hein, c'est ce qui fait que les médecins ne sont pas forcément très bien. Il y a une pression de l'administration. On demande de faire, c'est des caisses, c'est papier. Mais on nous en a parlé là. C'est vrai que si on était soulagé de certains papiers, ça serait très bien. Ça devrait gagner du temps pour faire vraiment de la médecine. Et ça serait considérable. Et puis une pression des patients, de plus en plus. Pourquoi? C'est sociétal certainement, mais voilà, ils deviennent agressifs, ils sont exigeants. Des pathologies lourdes? Pas forcément, ou exigeants pour un rendez-vous. Voilà, une difficulté, on n'avait pas ça il y a 20 ans. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je travaille, et il n'y avait pas ça il y a 20 ans. Voilà, ça c'est nouveau, et c'est un petit peu compliqué à gérer. Alors les conseils. Les conseils, les recommandations. Les pouvoirs publics, Monsieur Suzanne, tout le monde, tout oui. Écoute, mais tout le monde, c'est des choses qu'ils connaissent déjà, évidemment. Il faut faire venir et puis aussi essayer de savoir garder. Ouais. Hein,
pas du jour. Bon, faire venir, c'est très bien. Il n'y aura jamais la mer à Charlène-Mézières, on est d'accord. Donc, on ne viendra pas pour le paysage, on viendra parce qu'on connaît des gens. Hein. Donc, il faut trouver un moyen d'attractivité locale, et ça, c'est pas simple. Goûter aux Ardennes pour y rester. Parlez bien près du micro. Ouais. On vous entend, attendez, si. Collez-le bien, voilà. Attendez, maintenant on a un petit souci de micro. Voilà. On vous écoute. Il fait un burn-out le micro, voilà. On vous écoute. Mais si vous l'éteignez aussi, c'est bon là. Voilà, c'est très bien. Ne bougez plus. Allez-y. Bon, donc il faut réussir à attirer les gens dans le département. Auparavant, l'internat, quand on passait à l'internat, on passait à un internat de région et on restait à la région. Ça, c'était il y a quelques années. On passait à un internat pour être nommé interne à Charleville. On restait à Charleville. Tous les médecins qui sont actuellement, qui vont partir en retraite, ont fait leur internat à Charleville, ils ont fait un réseau, ils ont fait une famille à Charleville, ils ont eu des enfants à Charleville, et ils restent à Charleville. Nous, nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire leur internat à Marseille, Toulouse, Paris, ils restent là-bas. Parce que la région est attirante et parce qu'ils ont travaillé là-bas, ils ont fait leur réseau. Et inversement, il y a le problème de la région, ceux qui viennent passer l'internat de Reims, ils retournent à Marseille. Donc ils ne viennent pas chez nous. Donc il y a un problème majeur. De ce côté-là, mais ça va être difficile à corriger, le problème de la géographie. Et puis peut-être une préconisation, avant qu'on écoute Madame Villemin. Il faut essayer, là il va y avoir une période de transition. C'est quoi, 5-6 ans? Moi je ne sais pas, on peut nous dire plus, c'est 5 à 10 ans, je ne sais pas. Oui, 5-6 ans avant que... Il faut trouver un moyen pour tenir les 5 à 10 ans, ça va être très difficile. Donc il faut déjà garder ceux qui sont là. Avec une solution qui s'appelle cumul emploi-retraite peut-être? Voilà, il faut peut-être essayer la retraite pour les médecins, ça peut être 62 ans. Oui. On peut traîner, il y en a beaucoup qui aiment leur métier, moi j'adore ça. Bien sûr. Donc, ça se sent. De 67 ans. Si la solution de faire un travail plus tranquille. Enfin, départ en retraite, d'où quelque part? Ça pourrait aider à pérenniser le travail, à garder un peu le travail parallèlement à des jeunes qui arrivent, et à faire une transition de ces 5 à 10 ans difficiles. Voilà, ça c'est une idée, mais moi je suis pas un administrateur. Mais gardez tout ça au chaud, on aura l'occasion, à mon avis, d'échanger avec le public sur ce sujet, et qu'on entende peut-être votre consoeur, docteur Brigitte Villemin. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, installé depuis 25 ans à Asfeld. Même question que pour le docteur Marchal. Vu de votre fenêtre de médecin généraliste, quel doit être le rôle du médecin généraliste dans l'offre de soins de proximité, ce terme est important, en matière de prévention et d'orientation dans le parcours de soins? Alors moi je pense que le médecin, la proximité du médecin doit déjà se jouer au niveau du lien qu'il fait avec les patients, les professionnels et les paramédicaux locaux. Et en fin de compte, à la campagne, puisque je suis installée à la campagne, le médecin généraliste reste quasi le dernier lien entre les professionnels, les paraprofessionnels et la famille. Un rôle de pivot. C'est un rôle de pivot qui est très important, mais qui demande une grande charge de travail. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je pense que ce qui a été fait par l'ARS avec l'incitation à utiliser les plateformes territoriales d'appui, c'est déjà un bon point parce que ça nous décharge beaucoup de tout ce qui est le rôle social du médecin. Donc au niveau de la proximité, je pense que le médecin doit être polyvalent, il doit être un pivot, mais qu'il se heurte à beaucoup de choses, en particulier l'éloignement avec les professionnels, les spécialistes qu'on n'arrive pas à avoir puisqu'il y a un délai d'attente trop important. Ensuite, au niveau des hospitalisations, la difficulté de faire entrer nos personnes âgées à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de place, parce que les urgences sont saturées, parce que les internes qui sont aux urgences ne sont pas assez, puisque tout le monde va aux urgences, puisqu'à partir de 18 h, on n'arrive plus à trouver de médecins disponibles. Donc je pense qu'il faut revoir déjà au niveau des hôpitaux comment accueillir ou demander à ce que les médecins généralistes de proximité aient une amplitude horaire plus importante et pour cela les aider donc avec la plateforme d'appui, la possibilité de travailler en maison de santé pour avoir de grands horaires de travail, mais justement
entre femmes, éventuellement une femme qui remplace 2 hommes en ouvrant plus de créneaux horaires. Tout ça, ça peut bien aider. On parlait tout à l'heure avec le Dr Marchal de donner goût aux Ardennes. Alors, vous êtes maître de stage. Voilà. Un mot là-dessus. Alors je pense que maître de stage, c'est important parce que ça fait venir des... Moi je parle toujours pour moi, je suis à la campagne. Et c'est vrai que quand on parle aux internes qui arrivent de grandes villes de venir à la campagne, ça les inquiète. Et quand ils s'aperçoivent qu'à la campagne, la qualité de vie est assez correcte, ils prennent goût à cette vie de campagne. Et parmi tout, depuis plusieurs années, je suis maître de stage, et parmi tous mes internes formés, un seul s'est installé en ville, les autres se sont installés à la campagne. Pas forcément malheureusement dans les Ardennes, à cause du système de l'internat, ils arrivaient de Nantes, ils arrivaient de Lille, mais ils sont installés à la campagne puisqu'ils y ont pris goût. Ils ont apprécié la qualité de vie, la qualité de relation avec les patients, et surtout ils ont goûté au rôle important qu'ils avaient de pivot, de coordinateur de soins, d'innovateur, de médecin de prévention, de médecin de famille qui connaît le territoire. Et donc je pense qu'il faut vraiment insister sur le rôle de la maîtrise de stage. Moi dernièrement, j'ai une stagiaire qui vient de s'installer avec moi, et elle ne s'imaginait pas qu'elle s'installerait un jour à la campagne. Et apparemment, depuis un mois, ça a été la révélation grâce à vous. Voilà, oui. Alors justement, en lien avec vos propos, et on va ouvrir justement notre session d'échange. Et sur le site de Rethel, le groupement hospitalier Sud-Ardennes, sur le site de Rethel, vous avez un hôpital qui dispose d'un ophtalmo ainsi que d'un interne en ophtalmo et du matériel de pointe permettant de réaliser l'ensemble des examens d'ophtalmologie sur les territoires des Ardennes. Ensuite, pour les ophtalmos en particulier, tout projet permettant de dégager du temps médical à l'ophtalmo en le faisant travailler plus avec les professionnels de santé sera du temps en plus pour les patients. Et ça, c'est quelque chose vers lequel je souhaite que nous travaillions tous ensemble, professionnels et administration. Très bien. Docteur Marchal, vous pouvez prendre le micro, non? Toutes les spécialités, je vais passer les grandes lignes. Donc déjà définir la prévention, que ce soit pour le cancer ou d'autres maladies, c'est toujours le même système. Donc c'est l'ensemble des moyens médicaux qu'on va mettre en œuvre pour éviter l'apparition, l'aggravation et l'extension des maladies. Donc il y a plusieurs types de prévention, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. On va s'attacher surtout à la prévention primaire. Bon, c'est pareil, on peut en parler des heures. La prévention primaire, c'est la lutte contre les facteurs de risque. Ça a été déjà évoqué tout à l'heure, notamment par M. Villeneuve. Donc, il y a vraiment des facteurs évitables. Ça, c'est un comportement, c'est quelque chose de très facile à juguler, mais bon, il y a déjà des volontés de nos ministères, etc., d'avoir pris des dispositions qui sont en route, l'augmentation du prix, etc. Mais bon, il y a aussi la volonté des gens, et c'est vrai que c'est une affaire vraiment qui tue pas mal de personnes tous les jours. Il y a au moins 200 personnes qui meurent à cause du tabagisme tous les jours, c'est énorme. C'est l'équivalent d'un Airbus qui tombe. Donc c'est un avion qui tombe, je pense que BFM TV aurait à dire pendant au moins 2 jours. Donc, mais ça, bon, on n'en parle pas. Donc le tabac, bon, c'est le premier facteur évitable. Après, il y a aussi l'alcool, ça tue la moitié par rapport au tabac. Il y a aussi les infections virales. Là aussi, il faut remercier notre ministre de la Santé. Moi, je suis apolitique, je dis ça vraiment parce qu'elle a eu le courage d'aller de rendre obligatoire ces vaccinations, séances vaccination. C'est parce que c'est des maladies comme l'hépatite qui entraînent des cancers au long terme. Et on a encore vu une patiente morte de la rougeole. L'hépatite B, on a un vaccin. Bon, il y a la rougeole qui ça n'entraîne pas de cancer, mais c'est un exemple aussi. Bon, il y a d'autres infections virales, le HIV, le sida, les protections, les préservatifs, etc. Il y a aussi le HPV virus. C'est pour les 2 cancers, on a un vaccin, on fait la fine bouche. On a le vaccin anti-HPV, c'est Human Papillomavirus, Gardasil Cervarix, bientôt un nomavalent. Bon, c'est des avancées énormes, on a moins de 20% de participation et de couverture. C'est vraiment, on est les bonnets d'âne. Excusez-moi de dire ça, mais dans toute l'Europe et le monde entier, on est les derniers. Donc, bon, l'hépatite, c'est pareil. L'hépatite B, on peut éviter les cancers. On a 2 vaccins qui peuvent éviter les cancers. Donc, il y a le cancer du col, la gorge et le rectum.
Bon, il y a aussi là, pour les hépatites, les cancers du foie. On est vraiment surpris par cette défiance vis-à-vis des vaccins. Maintenant, il y a des épidémies de rougeole, etc. Bon, coqueluche, et j'en passe. Voilà. La prévention, ça devrait être perçu comme un atout et non comme un inconvénient. Ouais, voilà, oui. Donc je disais, je continue parce qu'il y a d'autres risques, hein, les ultraviolets, tout ce qui est environnemental. Les pesticides, on en parle beaucoup, les perturbateurs endocriniens et aussi les risques professionnels. L'amiante, on est vraiment touché dans les Ardennes. Donc ça, si on lutte, comme a dit M. Vignier tout à l'heure, à juste raison, hein, on peut éviter 50% des cancers, c'est pas rien. Hein, donc il y a quand même des moyens d'éviter le cancer. Donc si on peut les utiliser, pourquoi on va s'en priver? Ça, c'est tout un système qu'on verra tout à l'heure, mais bon, je crois que c'est une mentalité à changer. Bon, j'y arrive dans quelques minutes. Ça, c'est la prévention primaire. Hein. Je vais pas trop m'étendre parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais il y a la prévention secondaire. Hein. Donc là, c'est la détection précoce des lésions avant l'apparition des signes. Là, c'est un concept vraiment qui n'est pas rentré dans la tête des gens. Hein, parce que bon, il y a les diagnostics, d'accord, on a toujours été habitués aux soins. En France, bon, quand je me suis installé, bon, j'ai fait quand même les hôpitaux, le libéral, maintenant je fais de la santé publique, donc ça fait 30 ans que je fais de la médecine. Et c'est vrai que si vous n'avez pas une ordonnance avec 10 médicaments, les gens ils vont vous dire mais je ne suis pas bien soigné. Si vous leur donnez des conseils, hein, bon, il y a la surveillante ici, Mme Schneider qui est là, j'ai travaillé avec elle à l'hôpital Corvisart, j'étais praticien hospitalier, on a combattu ensemble. Et c'est vrai qu'on passait quand même des heures à faire de la prévention déjà dans les chambres. Donc ça, c'est le vouloir aussi du médecin, du professionnel de santé, hein, d'inculquer, de demander et de prévenir. Le traitement, ok. Hein, ça, c'est, on a habitué les gens à dire on peut tout soigner, la toute-puissance de la médecine. On se rend compte finalement que bon, on n'est pas tout puissant, il y a des risques. C'est un coût aussi, il y a des effets secondaires. 20 ou 30% des médicaments entraînent des problèmes. Il y a des hospitalisations sur des effets iatrogènes sont vraiment très fréquents. Donc voilà, je voulais quand même dire que bon, si on arrive tôt dans ce dépistage, le dépistage, il faut avoir des outils, on les a, hein, pour les cancers du sein, du côlon, le col de l'utérus, etc., pour le diabète, pour mon collègue va en parler. On a des outils qui sont facilement reproductibles, qui ne sont pas dangereux, peu coûteux, sur une grosse population. Donc, ça va déboucher sur une thérapeutique. On ne dépiste pas les gens pour leur dire bon, excusez-moi, on a fait un beau diagnostic, mais vous allez mourir. Hein, ce n'est pas le cas. Hein, donc on arrive à la conjonction du dépistage et de la thérapeutique a fait vraiment baisser la mortalité. C'est ça le but. Hein, éviter la complication, l'aggravation et faire baisser la mortalité. Je vais vous citer quelques exemples de lettres qu'on reçoit, hein, parce que rapidement, parce que je suis pas dans mes 6 minutes hein, pour l'instant. Donc ça commence à déborder. Je pense que c'est important ce que je veux dire. Oui, je sais que tout est important. Parce que là, on est en public, il y a des gens qui nous écoutent. Absolument. Hein, on a reçu à notre structure. Bon, pourquoi on ne fait pas le test? Je ne vais pas le test parce que je ne suis pas malade. Ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est notre réponse. Une autre pression, je ne veux pas rater ma sortie. Merci. Il y en a un autre qui nous a répondu « Je suis décédé ». Je ne savais pas que les morts écrivaient. Il y en a un autre qui disait « Crever de ça ou d'autre chose, il faut y passer un jour ». Là, c'est une dame de 73 ans. C'est un chemin stressant. Hein, je préfère suivre le chemin de l'aventure, de la tranquillité. Hein, donc c'est vrai que ça devrait être perçu comme un atout et non pas comme un inconvénient. Et ça, c'est une mentalité à changer. Il y a tout un travail, bon, il y a des progrès, mais c'est pas encore ça. À la faculté aussi, peut-être ça commence aussi chez les professionnels de santé. Plus de temps de prévention, j'ai entendu le mot plusieurs fois tout à l'heure. Oui. Je crois que maintenant, moi, ça a toujours été mon dada. Moi, les soins, bon, je peux aussi, hein, je sais que je dois soigner, mais je préfère prévenir. Donc le message, c'est que lever les obstacles, lever les freins, essayer de se dire que bon, c'est vrai qu'on va chercher quelque chose et les gens, il faut qu'ils comprennent que quand on trouve quelque chose, on va faire quelque chose. Et les Ardennes sont un département bon élève en matière de prévention en plus. Oui, on est bon élève, on est toujours dans les meilleurs, mais bon, je me contente département pilote hein, pour le cancer du cancer. On a été pilote dans le sein, le côlon et dans le col de l'utérus, on a expérimenté pour la recherche du HPV. Mais je ne me contente pas d'autosatisfaction, hein, parce que bon, il y a quand même une personne sur deux qui ne participe pas dans le cancer du sein. On est à 55% au-dessus de la moyenne nationale. Au niveau du côlon, c'est pareil, il y a 6 personnes sur 10 qui ne veulent pas. Alors que là, c'est un cancer comme le col de l'utérus qui offre des avantages et des lésions précancéreuses. Et ça a été prouvé, c'est indiscutable. Donc pourquoi on s'en prive? Et ça, vraiment, je ne comprends pas. On a un système de santé qui est vraiment le plus performant certainement du monde. On a la chance, et
Je discutais avec quelqu'un il y a quelques jours, il dit mais je comprends pas, en France, vous avez tous les moyens, mais vous voulez pas vous faire dépister. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, on a tout ce qu'il faut, mais on n'en profite pas. Il y a des pays qui nous envient, il y a des gens, ils n'ont pas d'argent pour le faire. Nous, on l'a et on se dit, oh c'est rien, laissez-moi tranquille, je ne veux pas savoir, je veux mourir en bonne santé, tu m'as trouvé un cancer, moi il y a des patients qui m'ont dit ça, c'est à cause de toi que j'ai un cancer, j'ai dit, plains-toi, t'es en vie. Voilà. C'est des gens qui ne comprennent pas le système d'aller chercher une lésion pour le guérir. Il faut les laisser tranquilles, il ne faut surtout pas les toucher. Merci, docteur. Donnez votre micro à Mathieu Birban, autre représentant associatif très investi comme vous dans le champ de la prévention. Alors, Mathieu Birban, l'association que vous dirigez, oui, on peut vous applaudir. On aime cette parole de merci beaucoup. Avant de finir, bon, j'aimerais bien quand même remercier tout le monde parce qu'on est aidés. C'est pas fini, hein. D'accord, mais on n'est pas les seuls acteurs au niveau de notre structure. Bien on sûr. a des partenaires. Quelques exemples. On est aidé par la CEPAM, on travaille beaucoup avec eux, il y a la Ligue contre le cancer, il y a les centres sociaux, les municipalités, les associations. On a un réseau énorme de gens qui nous aident, tous les professionnels de santé, le médecin traitant, c'est le pivot central, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un travail vraiment de tous les jours, je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe aussi, mais c'est tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde en fait. Et si on arrive à convaincre les gens, on aura moins de soucis, on aura moins de mortalité et moins de coûts aussi. Parce que les traitements, c'est bien beau, mais ça coûte. Un traitement de cancer, c'est au moins 150 000 €. Il y a des traitements ciblés, etc. Les traitements d'hépatite C, c'est 40 000 €. Bon, c'est bien beau, bon, on fait un diagnostic, on va les guérir, mais ça coûte cher. Donc tout ça, bon, on peut les éviter en changeant notre comportement, en faisant attention, en faisant dépister. Donc je remercie vraiment tout le monde qui nous aide tous les jours. Merci beaucoup, docteur. Mathieu Birban, donc, investi dans le champ de la prévention. Dites-nous en plus sur le rôle de la plateforme toute neuve que vous dirigez avec une équipe aussi derrière vous, évidemment, en complément de SOFIA, le dispositif de l'assurance maladie en matière de diabétologie. J'aimerais qu'on fasse un focus diabéto avec vous. Alors, la plateforme territoriale d'appui qu'on a mis en œuvre avec les médecins généralistes de Vouziers, on essaye de l'étendre aujourd'hui sur l'ensemble du département des Ardennes avec le soutien de l'ARS et puis avec nos partenaires du conseil départemental de la Maille en particulier et puis du réseau de gérontologie Arduinage. L'idée, c'est de décharger les médecins généralistes en premier ordre, et puis ensuite on s'intéressera aux autres professionnels, mais il faut bien commencer par quelqu'un, et comme le médecin traitant est le pivot et l'entrée dans le soin, il nous apparaît être indispensable aujourd'hui de travailler un dispositif qui va leur permettre, dès qu'ils se sentent en difficulté, dès qu'ils sont en situation complexe, de pouvoir solliciter un dispositif adapté à leur organisation, à leur processus de communication, à leur fonctionnement, qu'ils vont gouverner aussi, c'est-à-dire que ce sont les médecins traitants qui l'ont élaboré et qui pilotent le projet, ce dispositif, de pouvoir le solliciter dès qu'ils le souhaitent, dès qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils ont un patient en face d'eux qui leur expose des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils n'ont simplement pas le temps d'appréhender, qui vont avoir une altération directe sur la capacité à se prendre en soin derrière, à organiser le soin. Ça peut aller sur les problématiques d'hospitalisation en amont ou en aval, le retour à domicile, la question de plusieurs pathologies et de commun pour échanger, pour partager de l'information, pour se coordonner. La question aujourd'hui, elle est sur deux axes. Il y a la question de la sécurité de l'information, de partager nominativement des informations et de s'organiser sur la prise en soin. Quand on est